L'un des plus terribles ennemis qu'ait jamais eu à affronter James Bond s'appelait Auric Goldfinger. Fasciné par le précieux métal, il recouvrait de feuilles d'or la peau de ses cibles pour les éliminer. Drôle de supplice. L'histoire ne dit pas si Daniel Brush a jamais vu le film, mais l'année de sa sortie sur les écrans, dans la ville de l'agent 007, l'or fit une entrée fracassante dans la vie du jeune garçon et commença sans doute à lui coller à la peau. De musée en lieu d'exposition, on ne cesse de s'émerveiller des réalisations de Daniel Brush qui semble avoir de l'or au bout des doigts. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joyers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Daniel Brush est peintre et sculpteur. Il manie l'or, l'acier et l'aluminium avec une finesse et une inventivité qui en font un égal de Fabergé. C'est aussi un homme secret. Sa vie durant, il a fui la foule et la gloire, préférant le travail de son atelier aux lumières du grand monde. Infatigable travailleur, il manipule l'or comme un alchimiste et improvise ses bijoux comme un musicien de jazz. Le second dôme d'or est l'une de ses créations les plus emblématiques. C'est aussi l'une de ses premières pièces d'orfèvrerie. L'histoire de ce petit dôme en or est un rêve d'enfant, l'histoire d'une vie, l'épopée personnelle de Daniel Brush. Aux premières loges, pour avoir vécu auprès de l'artiste durant des décennies, Olivia Brush, artiste elle-même, nous conte les secrets de cette histoire. La fabrication du second dôme s'est étendue sur 6 années, de 83 à 89. C'est une pièce faite d'or pur, d'or 22 carats et d'acier. Il fait moins de 8 cm et son dôme, surmonté de minuscules sphères d'or, est enchâssé dans une boîte cylindrique en acier. C'est un objet qui n'a pas de fonction. Il existe par et pour lui-même. L'histoire de la fabrication de ce dôme remonte à l'enfance de Daniel Brush et peut-être même d'encore un peu plus loin. Nous sommes à Londres, dans les années 1960. Daniel fête ses 13 ans. Pour lui faire plaisir, sa mère lui offre un voyage à travers l'Europe. France, Italie, Allemagne, Angleterre. Le jeune homme s'ouvre au monde, il s'initie à l'art. Un matin d'avril, alors qu'il déambule dans les allées du Victoria and Albert Museum, une vitrine l'attire plus que les autres. À l'intérieur, un bol en or. Un petit chef-d'œuvre antique, étrusque, vieux de 2500 ans. Pas plus grand que son poing, l'objet brille d'une lumière surnaturelle et semble vibrer comme par magie. Daniel approche, tourne autour, il sent que le petit bol a des choses à lui dire. Il était fasciné par la surface de ce bol, qui présentait un motif d'une extrême finesse grâce à la granulation, à pulviscolo. Une technique dont il ignorait tout à l'époque. Ça l'a éminemment impressionné et il était comme pétrifié devant cet objet. Je ne saurais vous dire pourquoi. La granulation de l'or est une technique d'orfèvrerie qui remonte à la plus haute antiquité. Elle consiste à faire chauffer le métal pour le diviser en petites billes à peine visibles que l'on vient ensuite fusionner sur la surface d'une paroi en or. L'effet qui en résulte est unique. Mais c'est aussi un art mystérieux, quasi magique, dont le secret s'est perdu. La chose fascine aussitôt le petit Daniel. Dans sa tête, l'enfant se jure de faire un jour quelque chose d'aussi majestueux et d'aussi beau. Pourquoi pas même de retrouver le secret de cet art ? C'est le début d'une quête qui devra l'occuper toute sa vie.
Mais à cet instant, Daniel ne le sait pas encore. Pendant quelques années, tout semble même oublié. Daniel s'inscrit en école d'art et devient peintre. Son premier contact direct avec l'or n'arrivera que plus tard, et par amour, lorsque Daniel voudra confectionner une bague de fiançailles pour Olivia, sa bien-aimée. Dans son atelier, il chauffe une once d'or pur. Il observa la matière passer de l'état solide à l'état liquide. Il voit l'or changer de couleur, la lumière liquide, le feu soluble, la lumière violette. C'est magique. Une véritable révélation, main dans la main avec l'or. Daniel ne cessera de le travailler et de le malaxer avec des méthodes qui n'appartiennent qu'à lui et un sens prononcé de l'improvisation. Daniel pensait que s'il avait une notion préconçue de ce qu'il allait faire, ce ne serait pas aussi exaltant ni émouvant pour lui. Il avait besoin que les choses se passent sur le moment. Et là où un autre aurait pu dire « je pourrais faire une erreur, ça pourrait rater », cette erreur sera peut-être ce qui m'arrivera de mieux. Et même si tout se passe bien, le résultat peut très bien être complètement différent de ce que j'imaginais. C'est toujours dans cet esprit qu'il abordait l'ensemble de ses projets. Pour approfondir son art, Daniel Brush part faire le tour du monde. Dans les rues de Florence, aux dernières heures du jour, il voit l'or émaner des coupoles au sommet des édifices. À Ravenne, dans le mausolée de Galla Placida, il observe le scintillement de la lumière sur les petits carreaux d'or de la mosaïque. Il voyage en Russie, visite les ateliers de Bombay. Dans l'intimité des grands orfèvres de Paris, il est témoin de la transmission de traditions par des artisans. Daniel se forme, autant qu'il rejette ce qu'il voit faire, pour développer ses propres techniques. Fondre le métal ne l'intéressait pas. Il détestait ça. Il détestait les moulages en or. Ce qu'il reprochait à cette technique, c'est que la surface du métal devient très poreuse. La lumière ne peut plus irradier de la même façon. Et c'est justement ce que Daniel cherchait, mettre en valeur cette qualité intrinsèque de l'or. Avec de l'or fondu, Daniel n'arrivait pas au même résultat. Il faisait donc tout à la main. Au début des années 1980, Daniel Brush et sa femme sont installés à Manhattan, dans une ancienne fabrique réaménagée en loft. L'espace leur sert de lieu de vie et d'atelier. On y trouve un vieux masque japonais, une collection de machines à guillocher, des ciseaux anciens, une collection de montres et des dizaines de toiles. Daniel a volontairement interrompu sa carrière de professeur pour parfaire son art de peintre. Mais il travaille l'or de plus en plus. Comme chaque matin, pendant plusieurs heures, Daniel balaye l'appartement. Une forme de recueillement méditatif. Cela fait partie de son rituel de travail. Depuis plusieurs mois, il a mis en œuvre un nouveau projet pour partir en quête de l'héritage étrusque. Daniel passe ses nuits à l'ouvrage, des nuits denses, mais passionnées. Il imagine quelque chose de tout petit, quelque chose qui, en raison même de sa petitesse, procurerait une émotion immense. Le second dôme serait ainsi une sorte de petite boîte qui brille par son inutilité. Son corps est en acier, le couvercle en or massif. L'objet a été poli et égrené à la main jusqu'à ce que toutes les imperfections soient éliminées. La courbe parfaite du couvercle de la boîte fait penser au dôme d'un temple ou d'une église. La surface immaculée du dôme est faite pour recevoir plus de 70 000 grains d'or. Cette fameuse technique qui a tant fasciné Daniel sur le bol étrusque de Londres et qui encore aujourd'hui continue de le hanter. Une granulation de la lumière que personne ne lui a jamais véritablement appris, mais dont il a perfectionné l'art dans le secret de son atelier jusqu'à un point
inégalée. Désormais, beaucoup de gens étudient cette technique et peuvent la pratiquer. Il est possible de s'y former. Mais pour Daniel, le rendu n'était pas toujours satisfaisant. Le métal donne parfois l'impression qu'il a été fondu à la surface, ce qui lui donne un aspect lourd, de pesanteur. Ça n'a pas l'air naturel. Et c'est précisément vers le naturel que tendait Daniel. C'est ce qu'il avait admiré dans ce vase des années plus tôt, et c'est ce qui lui était resté en mémoire. Porté à un certain degré de chaleur, l'or se décompose en infimes petits granulés d'un diamètre inférieur au quart de millimètre, à la limite du visible. Sauf que les dizaines de milliers de grains que Daniel a produits font tous exactement le même diamètre, ce que jamais personne avant lui n'a réussi à faire avec autant de régularité. Sur le petit dôme poli, avec ses lunettes de chirurgien, à l'aide d'un pinceau à 2 poils et d'un peu de colle diluée, Daniel dispose un à un les 72 000 grains de lumière. Un travail de moine. À ce stade, les grains sont simplement disposés à la surface du dôme. Il faut encore mettre en place un brasero à charbon de bois, un soufflet actionné au pied et trouver la bonne température de fusion afin que les grains adhèrent à la structure. Une fraction de seconde en trop et tout disparaît. Une fraction en moins et tout s'effondre. Après 4 ans d'intenses travaux, Daniel touche aux limites de sa patience. Pendant 2 ans, l'artiste de l'or ne touche plus au second dôme, préférant se consacrer entièrement à sa peinture. Il n'a pas le courage d'entreprendre la cuisson de ses grains d'or sur le dôme et risquer de ruiner 4 ans de travail sur 1 seconde en trop ou en moins. Ce qui l'avait le plus fasciné sur le bol étrusque lui aura finalement échappé, l'insouciant travail étrusque. Une absence d'art, comme si tout avait été fait sans le vouloir. Ce naturel, c'était ce qu'il avait toujours cherché à force de travail, et qu'il manquait jusqu'à ce que le miracle n'arrive, 2 ans plus tard, sans s'annoncer. Un matin, je lui ai dit « Pourquoi tu n'essaies pas maintenant ?» sur un ton très détaché. Daniel sort de l'atelier. Il met le dôme sur la grande table. Rien n'avait bougé. Il allume le charbon de bois, actionne le soufflet et dispose son petit dôme recouvert de 72 000 perles d'or à la chaleur de la flamme. C'est l'instant, la minute de vérité qu'il attend depuis tant d'années. Cette fraction de seconde ni trop longue ni trop courte qui permet de parfaire son œuvre et de retrouver le secret des Étrusques. Daniel est inquiet. Il compte les secondes. Il fait encore un peu monter la chaleur. Il stoppe soudain le feu. Il n'a presque pas peur. Daniel fait tourner le dôme dans la lumière du jour. Il le présente à sa femme. And it worked. Ça a marché. C'était à la fois du soulagement et de l'euphorie. Un réel aboutissement. Imaginez! Cela faisait des années qu'on attendait ce moment. C'est la stupéfaction. Chaque grain d'or a sa place, fait corps avec le dôme. Un pavement de gouttes d'or organisé par séries circulaires et qui semble faire vibrer l'objet lui-même. Simple et évident, parfaitement achevé. Dix ans plus tard, en 1998, au milieu de dizaines d'autres créations de Daniel Brush, le dôme s'expose au Smithsonian. Personne ne peut croire à ce prodige. À New York, à Paris, à l'école des arts joailliers, c'est partout le même miracle. Comme si le secret du bol d'or étrusque avait traversé les siècles pour venir se réincarner dans ce petit dôme et ensorceler les visiteurs.
De manière générale, lorsqu'on regarde une œuvre d'art aujourd'hui, on y voit un message social spécifique ou une adresse à notre monde contemporain. Cette pièce, en revanche, est intemporelle. On n'a même pas besoin de connaître son origine. Elle existe, et c'est tout. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, avec la participation de Olivia Brush, artiste, compagne et collaboratrice de Daniel Brush. Écrit par Martin Kénéan et Aram Kebabjian, interprété par Pierre-François Garel et produit par Bababam.